Cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre partenaire Oemine, spécialiste de la santé au naturel. L'été et les bienfaits du soleil maintenant se sont un peu éloignés, alors pour renforcer l'immunité et consolider sainement nos organismes, des compléments alimentaires naturels peuvent nous aider bien évidemment. Oemine propose de la vitamine D végétale avec de la D2 bio à base de shiitake et de la D3 à base de lichen boréal et aussi de l'huile de foie de morue qui est disponible sur leur site boutique.oemine.com. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment explorer nos mémoires du passé sans défaire puis renaître ? Qu'est-ce que le karma et comment entrer en contact avec nos mémoires vivantes pour se libérer de leur charge ? Grâce à la méthode d'intégration mémorielle, mon invitée, psychothérapeute, conférencière internationale, auteure et formatrice, créatrice aussi de la MLC, méthode de libération des cuirasses, nous aide à comprendre le passé pour le guérir et mieux vivre le présent. Je suis ravie de recevoir pour la deuxième fois dans Métamorphose Marie-Lise Labonté. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Avec grande joie, grand soleil. Alors avec votre charmant accent québécois que moi personnellement j'adore et que vous n'avez pas complètement perdu, même si vous vivez en Europe depuis maintenant une dizaine d'années, vous me disiez hors antenne à peu près. Ouais. Alors vous êtes la co-auteure de ce nouveau livre avec Jérôme Anger qui s'appelle Karma aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et ce livre avait déjà une histoire, je crois, avec Feu, votre époux, c'est ça ? C'est ça, oui. Qui, lui, avait écrit le livre et à l'époque, il s'appelait Mémoire vivante. Et, mais la maison d'édition québécoise qui avait décidé d'éditer le livre a fait faillite. Ça, c'était avant, là, en 2000. Et donc, il s'est retrouvé à présenter son livre, Mémoire vivante, à une maison d'édition française et il a été refusé. Alors, il était complètement un peu découragé. Et donc, quelques heures avant sa mort, il me dit « Mon livre est mort ». Et moi, je lui dis « On ne dit jamais ça d'un livre, c'est impossible. » Sachant qu'il n'était pas mourant à ce moment-là. Ah non, parce qu'il est mort, lui, violemment, d'un coup de feu. Donc, c'est-à-dire, il a reçu une balle, voilà. Et... mais ça, j'ai trouvé ça quand même fascinant qu'ils me disent « mon livre est mort » et que quelques heures après, il mourait. Oui. Alors, évidemment, j'ai pas touché à ce livre pendant des années. Et c'est Jérôme Anger qui m'a beaucoup aidé à remettre au monde les livres que j'avais déjà sur des tablettes. Alors, vous allez nous dire qui est Jérôme Anger. Ah, mais oui. Alors, Jérôme Anger, c'était un compagnon de vie, ça l'est toujours. Et c'est aussi un formateur dans l'école énergétique Anshma que j'ai créée avec mon feu époux. Alors, Jérôme est un grand ami de vie. Et donc, lui, il m'a souvent aidé à remettre au monde des livres que j'osais plus toucher, mais qui étaient écrits. Et alors, un jour, il s'est dit, on y va, on publie le livre de Robert. Mais c'est sûr que on a trouvé la maison d'édition facilement. Et c'est évident que... bien, il a fallu que Jérôme réécrive, tout en respectant l'écriture de Robert, le livre. Oui. Il mette aussi sa parole et que moi aussi je mette la mienne parce que la méthode a quand même évolué depuis des années, c'est ça.
Donc c'est un livre à 3, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Voilà, qui est une forme de résurrection quelque part pour ce livre. Alors dans ce livre, on parle de mémoire du passé. Alors quand on parle de mémoire du passé, ce serait bien d'expliquer à nos auditrices et nos auditeurs de quoi parle-t-on, puisqu'évidemment il y a des mémoires inconscientes, individuelles, collectives, qui viennent de nos vies actuelles et potentiellement de vies antérieures. Alors la vie antérieure reste une croyance aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui croient et d'autres qui n'y croient pas. Je le dis en introduction parce que on pourrait choquer des personnes en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie antérieure. Par contre, pour avoir travaillé le corps avec beaucoup de gens, c'est-à-dire guider des gens dans des séances individuelles au niveau de la méthode de libération des cuirasses, quand à une époque je vivais à New York, mes patients revivaient des mémoires qui n'étaient pas du tout associées à la vie présente. Et c'est là où moi-même, je me suis ouverte à peut-être que, peu importe le lieu, l'époque, la mémoire était vraiment inscrite dans le corps. Alors, comme je suis habituée de dialoguer avec l'inconscient et de guider les gens dans le dialogue avec l'inconscient se loge dans le corps, entre autres, je ne jugeais pas les symboles qui ressortaient, mais j'aidais la guérison de la mémoire. Et c'est mémoire dite antérieure. Alors, c'est là qu'à New York, j'ai commencé à m'intéresser aux mémoires antérieures. Disons qu'il y avait beaucoup de livres écrits là-dessus, parce qu'aux États-Unis, c'était très connu. Oui, ils sont pionniers. Voilà. Et j'ai même assisté à des conférences. J'ai été témoin de gens qui revivaient des vies antérieures, comme par exemple, je me souviendrai toute ma vie, d'un homme qui, en revivant sa vie antérieure, dans cette vie antérieure, il était une femme et il prenait exactement la position d'accouchement, pas de façon vulgaire, là, mais je veux dire... Moi qui connais le corps, je me disais, mais c'est incroyable. On dirait que tout est inscrit dans son corps, dans la libération de cette mémoire. Alors on pourrait imaginer, vous êtes thérapeute aussi jungienne, que ce soit des mémoires archétypales ou symboliques, évidemment, que vous avez réfléchi à ça. Ah ben oui. Alors c'est pour ça que je ne juge pas ce qui vient comme mémoire. Ce qui est important, c'est de la guérir. C'est qu'elle ne reste pas stockée dans le corps, comme la mémoire de notre naissance, si on a eu une naissance difficile, et d'autres mémoires de notre vie présente. C'est ça. Alors, de quelle autre mémoire parle-t-on? Là, on a parlé de vie antérieure, mais dans cette vie présente, quelles sont nos croyances et nos conditionnements, finalement, qui nous imprègnent? Voilà, rapidement, comme ça, on pose un peu notre... La vie intra-utérine, c'est une mémoire très, très, très importante. Bon, si nous avons eu une difficulté dans cette vie intra-utérine, mais souvent, on ne le sait pas. C'est logé dans notre inconscient. Oui. Nos parents nous en parlent. Mais c'est tout. Donc, ça reste dans le conscient. Jusqu'à temps que le corps ramène ces mémoires de vie intra-utérine qui sont très différentes de mémoires de la vie, comme par exemple quand l'individu avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Des mémoires qui sont peut-être aussi logées dans l'inconscient. Mais on sent dans l'énergie et dans ce que les gens nous décrivent que les perceptions sont très différentes dans le ventre de la mère qu'à la sortie du ventre. Y compris, j'imagine, au moment de l'accouchement et du passage. Exactement, oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres mémoires? Alors, ensuite, sur les mémoires aussi collectives, parce que ça, la vie intra-utérine, c'est quand même une mémoire qui peut être individuelle, mais aussi collective dans notre vie. Qu'est-ce qu'on porte de notre transgénérationnel, de notre arbre? Oui, c'est ça. On peut vraiment porter... des mémoires qui, à quelque part, ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été transmises par l'inconscient du transgénérationnel, parce qu'il y a un inconscient familial, il y a un inconscient, bien sûr, collectif, mais il y a aussi un inconscient familial qui se transmet de famille en famille. Donc, quelquefois, j'ai exploré avec des femmes l'impression qu'elles avaient été violées. Mais la mémoire qu'elles contactaient, c'était plus le viol de leur mère, par exemple. Oui. Donc, c'est là où
ça se passe dans l'inconscient transmis de mère à fille, par exemple. Comme on pourrait dire, il y a des maladies génétiques qui se transmettent en sautant une génération, ou elles se transmettent du père à la fille, à la fille qui va naître. Enfin, donc, ces mémoires, elles sont très vastes, mais elles nous affectent. Bien sûr. Et on le voit par des répétitions ou par des fixations que l'individu peut avoir face à sa propre vie. C'est ça. Ne pouvant pas expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce truc qui se répète. C'est ce que vous appelez aussi les blessures d'incarnation. Qu'est-ce que ce serait, les blessures d'incarnation? Les blessures d'incarnation, c'est les blessures qui appartiennent vraiment à la planète Terre. Et on les nomme, on les énumère un peu. Mais bon, il y a au moins 7 blessures que tout être humain sur Terre a pu connaître. Alors, l'abandon, le rejet, la non-reconnaissance, la blessure de la séparation, quand l'âme s'incarne dans un tout petit corps et naît. Et donc, c'est quelle humilité de se retrouver dans un tout petit corps quand l'âme est si vaste. Oui. Alors, la blessure de la séparation, parce que l'âme... l'individu même va s'ennuyer de l'au-delà. Il va passer sa vie à vouloir retourner dans l'au-delà. C'est ce qu'on appelle une blessure de séparation. C'est ça. C'est pas une séparation d'avec quelqu'un physiquement. Hein? C'est ce que Aruna Lipsitch nommerait la nostalgie de l'ailleurs, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, il y a d'autres blessures, les blessures de maltraitance, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Qui ont été bien décrites à l'époque par Pierre Akos, William Reich, etc., tout ce courant. Exactement. Et reprises ensuite par Lise Bourbeau. Alors, vous dites aussi que lorsqu'une personne utilise, et je vous cite, utilise les énergies inconditionnelles à des fins personnelles, elle retient ce qui la nourrit au lieu de la partager dans un cercle vertueux. Alors, ça m'intéresse parce que c'est des choses, évidemment, qu'on fait inconsciemment. C'est-à-dire qu'on va utiliser des énergies qui sont autour de nous, en inconscience, mais quelque part, qui ne sont pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Bien, c'est-à-dire que pour moi, nous avons tous un don, c'est-à-dire une qualité profonde de notre âme qui est... Nous sommes venus ici pour explorer ce don, le partager, le mettre, comme amener notre âme à l'avant de nous et que l'ego reste en arrière. Malheureusement, souvent, les gens jugent leur don. Premièrement, ils en ont très peur parce que dans cette énergie de qualité de l'âme, il y a une puissance de vie, une puissance d'amour. Et si, j'ai été blessée dans cette vie-ci, je peux décider que moi, je veux rien savoir de mon don. Oui. Et en même temps, l'utiliser, mais dans le pouvoir plus que dans le partage de l'amour. Alors, c'est entre autres, ou tout simplement avoir peur de ce don et le retenir. Et ça peut nous rendre malades. Oui, c'est ce que dit Marianne Williamson sur notre propre brillance, dont nous avons peur. Et Janine Fontaine aussi en parle dans ses livres de médecine énergétique, donnant même des exemples de ses patients qui, en retenant leur force, je dirais, divine et d'amour, s'en rendent malades. Et quelquefois, la maladie réveille, ce fut d'ailleurs mon cas, réveille pour que allez, va de l'avant, vis cette humilité de partager ta lumière au lieu de la retenir. Souvent, on ne sait pas discerner quel est ce don parce que finalement, on se dit, voilà, j'ai quelques qualités. Est-ce que ce sont des qualités qui viennent aussi de ma construction caractérielle? Est-ce que c'est une réaction, parfois, une réponse égotique à certaines choses? Ou est-ce que c'est un véritable don? Comment discerner, en fait, quelque part, le don de l'âme? Bien, la vie nous l'amène.
et ça, Jung le disait, ce qu'on n'a pas guéri nous revient constamment sur un plateau d'argent, dans le sens que si je refuse mon don, la vie va venir me secouer, et mon âme aussi, dans les passages d'âge, vous savez, les dizaines, 20 ans, 30 ans, 40, etc., et même 10 ans. Donc, à quelque part, mon âme va me pousser, et en recevant... L'humain peut recevoir des briques sur la tête, c'est une expression, peut être très têtu et refuser son don avec un ego très puissant qui veut tout contrôler. Et des événements, des épreuves font que tu es mis, je suis, ou nous sommes mis face à face avec ce pourquoi nous sommes ici, pour vivre, pour explorer. Ceux qui résistent persistent. Oui, c'est ça. Je suis bien placée pour vous en parler. Et vous nous parlerez de vous aussi, de votre expérience. Alors, votre livre s'appelle Karma. C'est vrai que, comment vous entendez cette notion de karma? C'est une notion qui est plus répandue évidemment en Asie et qu'on a parfois du mal à saisir en Occident, qu'on utilise parfois un peu comme ça. Oui, voilà. Malheureusement d'ailleurs. Oui. Sans respect, je dirais. Ou qu'on va dire, c'est une fatalité. Oui. Dans cette vie-ci, j'ai eu tellement d'épreuves, j'ai un mauvais karma. On n'est pas dans la fatalité. C'est au contraire, on est dans réveille-toi. Arrête de dormir ta vie. Prends conscience que, oui, cette vie-ci, on la vit à pleinement, c'est sûr. On peut aussi ne pas la vivre et la dormir. Et en même temps, c'est que je suis dans cette incarnation pour une raison, et je suis dans cette incarnation, cette vie-ci, pour servir l'évolution de mon âme. Et servir l'évolution de mon âme, c'est cesser de répéter avec ma personnalité et avec des choses qui sont logées dans mon inconscient, des gestes, des actes de non-amour qui me font mal dans mon corps, me font mal dans ma chair d'âme et qui font aussi mal aux autres. Alors, je ne suis pas nécessairement un persécuteur né, mais je veux dire, nous avons cette capacité de choisir, d'arrêter les répétitions. Les répétitions qui nous... Et ces répétitions sont d'ordre beaucoup plus vaste que nous, d'ordre de notre âme aussi, et ce qu'on appelle de la roue du samsara. Bon, je veux oser utiliser ce terme, c'est les mémoires de vie en vie qui se perpétuent. Et comment on peut savoir justement l'influence qu'on a? Ben justement, c'est arrêtons les répétitions. Et samsara, c'est un mot sanskrit, hein, c'est ça? C'est ça, qui signifie vraiment la roue des incarnations. Et alors, nous pouvons cesser ces répétitions. Je ne suis pas en train de dire, là, ça serait bien que j'ai un meilleur karma, donc je vais agir. Mais c'est la loi de cause à effet qui est une loi spirituelle très puissante. C'est l'action que je porte, elle a des conséquences. C'est ça. Elle a une énergie qui me revient. Pas que... pas comme un boomerang, on est d'accord dans la vision. Exactement. Mais qui va peut-être me revenir dans une autre vie, mais dans cette vie-ci, agis avec amour, et c'est ça que tu vas semer. Alors, si je suis en répétition de blessures et de blessures et de blessures, au lieu d'accuser les autres, je peux peut-être contempler qu'est-ce qui se passe avec mon évolution. Moi, c'est vrai que dans ce que j'ai observé dans des personnes autour de moi et dans les milieux peut-être du développement personnel, de la quête de sens, c'est qu'on commence à tirer des fils et que parfois ces fils peuvent à la fois faire peur parce qu'il y en a tellement, vie antérieure, psychogénéalogie, blessures, vie in utero et tout ça, et qu'on ne sait pas trop comment démêler la pelote. Et parfois, certaines personnes arrivent à une forme aussi de nomadisme, on va dire, psychologique, en allant un peu dans tous les sens pour chercher les blessures. Et finalement, on arrive à tourner en rond presque plus qu'à démêler les fils. Tout à fait, je suis tout à fait en accord avec vous.
moi j'appelle ça le shopping spirituel ou le shopping thérapeutique. Et je dis souvent à mes patients ou à des gens, enfin, mes élèves en formation, ne faites pas, je donne une image, ne faites pas 5 thérapies en même temps. C'est pas possible. Vous allez... donc, consacrez-vous à une méthode si elle vous convient. Oui. Si elle ne vous détruit pas, parce que là, nous avons besoin d'un discernement. Et si elle vous convient, si vous observez que vous devenez une personne meilleure, ben vous avez une bonne piste pour votre propre guérison. Mais c'est pas la méthode qui guérit, c'est l'individu qui se guérit. C'est ça, bien sûr. C'est bien de le rappeler, je trouve, en tout cas. Merci pour ça. Alors, comment l'énergie du cœur peut nous mener à la guérison des blessures, justement, puisque ça, c'est une partie importante de votre parole, d'une manière générale. C'est cette fameuse puissance du cœur extraordinaire. Oui. Justement, c'est quand on accepte de le nettoyer, c'est parce que lui enlever les poussières. Donc, c'est finalement de reconnaître que nous avons peut-être de bonnes vieilles colères refoulées, du ressentiment. Nous avons des énergies en nous sous forme d'émotions. J'aime pas le mot émotion négative. Des émotions très lourdes qui sont bien inscrites dans notre corps, mais dans nos corps subtils aussi, hein, tout ce qui entoure notre corps et tout, avec des très belles croyances mentales très limitatives, des jugements sur soi, sur les autres. Donc, finalement, c'est comme si on regardait la vie avec des lunettes vraiment pas, qui donnent pas de belles perspectives. Et nous avons la capacité d'agir sur ça parce que tout ça, c'est du non-amour. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va ouvrir mon cœur et même mon corps. C'est quelque chose, ces croyances, ces émotions très lourdes m'entraînent dans me protéger. Me protéger des autres, me protéger même de moi-même, me protéger de ma lumière, me protéger de mon ombre, ça c'est un terme junien, me protéger de ce que j'aime pas de moi, donc vouloir le cacher. Et là, à un moment donné, c'est plus possible dans l'évolution de notre vie de vivre ainsi. C'est-à-dire que ça entraîne des maladies auto-immunes et d'autres formes d'accidents qui font que, justement, je le répète, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et se réveiller, c'est accéder à cette énergie qui est en nous, l'amour de nous, l'amour des autres, et laisser aller les bons vieux attachements à « bon, telle personne m'a blessée, je vais lui en vouloir jusqu'à la fin de ma vie ». J'ai eu la possibilité dans ma vie d'accompagner tellement de gens dans le passage, c'est-à-dire des gens mourants. Oui. Et j'ai vu combien il était important pour eux de faire ce chemin de réparation et de guérison avant de mourir. Et pour autant, c'est pas tant de nettoyer que d'accueillir et de faire passer quelque part la charge émotionnelle, c'est ça? Voilà. Et je me souviens d'avoir accompagné ma tante qui, elle, se nourrissait de ressentiment. Et vraiment, à un moment donné, je lui ai dit, Tantine, lâche prise. À quoi ça sert de mourir avec ça? Et elle a lâché prise, puis elle a pu quitter, mais dans la paix de l'âme. Wow, c'est beau ça. C'est extraordinaire. Ouais. Et c'est un travail qui manque aussi, l'accompagnement de ce passage. Oui, oui, justement, je forme des gens dans ce genre d'accompagnement, à la fois psychologique et énergétique avec Jérôme Manger, justement. Alors, qu'est-ce que la mémoire cellulaire et comment est-ce qu'elle peut nous aider à guérir ce processus, à accompagner ce processus? La mémoire cellulaire, c'est cette mémoire qui est vraiment dans toutes nos vies, dans notre corps en entier, dans nos cheveux, nos ongles. Et cette mémoire cellulaire, elle est très forte quand le fœtus est dans le ventre de sa mère. Parce que
il capte tout de la mère. Et donc, je ne dis pas ça pour faire peur aux mamans ou aux futures mamans, mais c'est quand même une conscience que à la naissance, le fœtus naît avec les mémoires aussi reliées à sa mère. Oui. Et il y a tout un nettoyage à faire à ce niveau-là. Donc, la mémoire cellulaire, c'est quelque chose qu'on transporte et qui, si on avait la capacité de lire dans l'invisible, on pourrait le lire au-delà du corps aussi, parce que c'est ce qui nourrit l'aura, c'est ce qui nourrit les corps subtils. Alors, il y a des thérapies qui agissent sur la mémoire cellulaire directement. Les intervenants utilisent leurs mains, vont tenter de défaire des nœuds musculaires. Voilà. Donc, il y a des thérapies corporelles, des thérapies juste psychologiques qui agissent sur la mémoire. Oui. Plus nous sommes dans un corps libre, c'est-à-dire dégagé de tension, c'est un bon signe que nous avons libéré des mémoires cellulaires qui nous chargeaient de toxines. Oui, et ce corps qui a été un peu le grand oublié d'un certain nombre de thérapies. Vous avez été pionnière vraiment dans le domaine, puisque ça fait, je crois, presque 30 ans que vous travaillez sur le sujet. Mais c'est vrai que là, ça revient un peu en force en ce moment. Mais on oubliait le corps, tout ce qui était encore engrammé dans nos cellules. Oui, même si disons, j'ai rencontré des patients qui avaient fait une psychanalyse pendant 7 ans, bien, ce travail de psychanalyse avait déjà quand même libéré des choses dans le corps, parce qu'on ne peut pas séparer le corps de l'esprit et l'esprit du corps. Donc, c'était plus facile pour eux, après, de libérer le corps parce qu'ils avaient déjà fait un travail en amont, qu'on pourrait dire intellectuel, mais non, parce que on voit bien que le corps avait bougé dans ces temps de psychothérapie, de psychanalyse. Vous parlez aussi de blessures et de mémoires qui sont logées dans le thymus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Bien, le thymus, c'est une glande vraiment que pour beaucoup de médecins, à la puberté, à l'âge de 13 ans, elle commence à diminuer. Rappelez-nous, est-ce qu'elle se situe? Excusez-moi. Elle se situe au niveau du sternum. Oui. Et souvent, si on passe la main sur notre sternum, il y a une toute petite bosse. C'est-à-dire, c'est pas un creux, c'est vraiment une petite bosse et le thymus est là. Il est à l'intérieur et donc, cette glande, c'est une glande vibratoire très importante. Et avec tout le respect que je porte à la médecine, c'est la glande aussi qui influence beaucoup le système immunitaire et aussi qui porte beaucoup le mémoire de ce qu'on appelle nos vies antérieures ou notre passé. Et nous, en tant qu'énergéticiens, nous agissons sur le thymus, non pas pour le faire revivre, mais le libérer, parce que c'est vrai que cette glande va avoir tendance à se rétrécir. Et en agissant vibratoirement sur le thymus, ou même nous, avec nous-mêmes, j'ose pas le faire pour le micro, là, mais on peut tapoter notre thymus et ça va nous donner de l'énergie, ça va nous remettre en énergie face à notre énergie vitale. Mais bon, là, ça serait trop long de vous expliquer comment l'opération du thymus... pas l'opération physique, mais l'opération énergétique. Et moi, j'ai bien observé les guérisseurs philippins dans leur tournée, disons, à certains endroits, en Europe puis au Québec, et ils agissent beaucoup sur le thymus. C'est intéressant. Je trouvais ça intéressant avec les connaissances. Bah oui. Et du coup, on peut se le masser, le tapoter, voilà, au moins peut-être être plus en conscience déjà. Voilà. Et on dit que c'est le cœur karmique. En ce sens que oui, nous avons notre cœur, nous avons le chakra du cœur et souvent nous parlons des portes du cœur qui se ferment à cause du ressentiment, des colères, des choses comme ça. Mais si j'amène de l'amour, les portes de mon cœur vont s'ouvrir au niveau de mon chakra et le thymus aussi va se réactiver, va devenir un centre vibratoire plus important, comme un chakra.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits du corps comme ça très importants qu'il est nécessaire? J'imagine qu'il y en a plein, mais là le thymus, vous insistez quand même dessus. Très important. Oui. Les reins. L'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est une énergie. Les surrénales, par exemple. Donc c'est vraiment une énergie archaïque, une énergie qui contient nos peurs, beaucoup de mémoire de peur de cette vie-ci ou de d'autres, peu importe. Oui. Et c'est une énergie qui s'épuise justement par le stress, le mauvais stress. Et donc, quand ça s'épuise, ben voilà, la thyroïde essaie de prendre la relève. Donc, ce sont des glandes vibratoires. Donc, je dirais les reins, les surrénales, le thymus, les parathyroïdes et bien sûr les glandes de notre cerveau. Oui. L'hypophyse, l'épiphyse, l'hypothalamus. Ce sont des glandes sacrées et sont en relation avec tous les diaphragmes. Enfin, je ne vais pas vous donner un cours d'anatomie énergétique, mais... Comment est-ce qu'on peut prendre soin des reins et des surrénales, justement? Alors, quelquefois, porter du rouge. Par exemple, vous êtes fatigué. Ça correspond au chakra, aussi racines, c'est ça? Exactement. Et les Chinois disent, mettez une ceinture en coton rouge tout autour de votre taille. Comme si on allait envelopper nos reins, nos surrénales de rouge. Ou porter une robe rouge ou un chandail rouge. Et bon, ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est vrai d'ailleurs. C'est éprouvé que ça stimulait. Bon, au niveau du travail psychocorporel, moi que j'enseigne, bien, c'est vraiment s'étendre au sol et mettre des balles assez mousses, pas des balles dures, dans la zone du bas du corps, on dirait la courbe lombaire. Oui. Et même à la base de la cage thoracique dans le dos, mettre des balles mousse et respirer, fléchir ses jambes et respirer comme si j'amenais de la lumière dans mes surrénales, dans mes reins. Et aussi, c'est ce qu'on appelle la respiration du bas du corps, qui est une respiration très importante et qui nous permet une meilleure assise de nous-mêmes. Excellent, merci pour tous ces conseils. Expliquez-nous aussi comment notre système VACOG, vous en parlez dans le livre, fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement le système, ça c'est un terme qu'on utilise, ça veut dire le système de nos sens visuels, V, auditif, A, kinesthésique, K. Kinesthésique, c'est tout ce qui est perceptif, Tout ce qui est... Mais même à l'intérieur, je peux sentir de l'énergie qui circule ou sentir un blocage, un nœud. Ça, c'est kinesthésique. Olfactif, donc ça, c'est un sens très important parce que c'est le sens, le premier que l'enfant va utiliser à la naissance. L'enfant va sentir le sein de sa mère, sentir son lait, etc. Et le sens gustatif, qui est quand même un sens aussi très important. Et c'est intéressant parce que quand on pense au virus du COVID qui vient chercher les gens dans une perte des deux sens très importants, qui est l'olfactif, quasi le plus important, et le gustatif, bien, on comprend qu'atteint du COVID, on est perdu parce que nous dirigeons par... Ça, c'est très instinctif. Oui, c'est très animal. Oui, c'est très animal, mais nous sommes aussi un animal. Bien sûr. Et si nous perdons cette fonction, c'est très, très difficile. Voilà. Donc, le système VACOG, c'est le système que tous nos sens et le dialogue avec mon monde intérieur et le monde extérieur passe à travers mes sens. D'accord. Donc ça, c'est bon de l'avoir en conscience, c'est ça? Oui, mes sens sont des filtres. Et c'est sûr que si je suis entourée de bruits très forts, je vais être perdue aussi. Oui. Parce que ça va troubler mon audition. Alors, souvent, je dis à quelqu'un, est-ce que tu entends la voix à l'intérieur de toi? Oui, quelqu'un me dirait, j'entends la voix de ma mère qui me dit, t'es pas capable, par exemple, ou la voix de mon père. Bien, c'est que ces mêmes sens, je peux avoir un contact avec mon monde intérieur. Je peux fermer les yeux et voir des lumières ou voir des symboles à l'intérieur de moi.
Et est-ce que vous pensez avoir un don particulier pour cela? Ou tout à chacun peut développer il y a des gens qui sont hyper auditifs, oui. hyper visuels, hyper olfactifs, et c'est pas facile de vivre dans une hypersensibilité. Donc, quelquefois, je dis, nos cuirasses ferment nos sens, mais nos cuirasses peuvent faire qu'on devient hypersensible dû à, par exemple, l'enfant, la voix du père. Moi, je sais que la voix de mon père me traumatisait. J'en avais très peur, mais il était jamais là. Mais quand il parlait, oh là là, je pleurais quand j'étais jeune. Ah oui. Et pas que mon père était violent, pas du tout. Mais sa voix me... Oui. Parce que j'étais entourée de femmes. C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que depuis cette période de Covid, où j'ai quand même vécu beaucoup plus dans le silence et plus en retrait dans la campagne, le retour au monde est plus compliqué. Et là, je me suis dit, je devais avoir une bonne cuirasse, où avant, j'étais certainement en suradaptation. Et là, force est de constater que... alors je me suis dit, est-ce que c'est en prenant un peu d'âge et tout ça? Je pense pas. Oh non, parce que nous... Oui, parce que je prends ce cas, parce que j'imagine que ça arrive à plein de gens. Exactement. Beaucoup de gens, même de mes élèves en formation, quand ils sont revenus en salle travailler avec moi, c'est prendre le train, prendre l'avion... C'est comme, wow, je me réouvre à un univers sonore qui, même visuel, même kinesthésique, que, évidemment, en isolement... Oui, on n'a plus. Et c'est pour ça, je prends l'exemple des prisonniers qui sortent de prison et s'organisent pour rentrer en prison, parce que là, ils sont en sécurité plus que dans le monde extérieur. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ouais. Alors, vous parlez aussi de modes associés et dissociés qu'on utilise dans notre vie. Oui. Ah oui. Ça, c'est 2 modes de fonctionnement. Vous pouvez être, par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui a tendance à vivre les choses en associé, c'est-à-dire tout vous touche et vous n'avez pas vraiment de défense par rapport à ça. Une forme de porosité, au monde. Oui, voilà, c'est ça. Comme si vous étiez une éponge. C'est ça, la porosité, en effet. Ou vous pouvez être quelqu'un qui est toujours en distance avec tout. Toutes les émotions, vous gardez une distance. Même la joie, vous êtes en distance. Vous êtes comme en forme de protection. Et ça vient de comment nous sommes nés, entre autres, notre vie intra-utérine, mais ça vient aussi de comment nos parents étaient. Est-ce que nos parents étaient dissociés beaucoup? Ou est-ce qu'ils étaient très associés? Alors, des fois, on voit des familles très associées. Ça crie, ça pleure, ça rit. Ça se prend dans les bras. Oui, ils vivent tout en même temps. Donc, ça peut être perturbant. Mais pour guérir, nous avons besoin de nous associer à notre guérison. Nous ne pouvons pas guérir en maintenant une distance. C'est impossible. Et donc, il vaut mieux, je dirais, faire le chemin associé vers un peu plus dissocié que l'inverse, qui est plus facile à faire. Exactement. Ouais. Qui est plus difficile à faire, l'inverse. C'est-à-dire quand on est anesthésié émotionnellement, c'est ça. Exactement. Ouais. Et par contre, souvent, j'aide des gens qui sont trop associés à maintenir une distance pour dialoguer avec des parties d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi un exemple qui est assez intéressant parce que vous dites, on parlait de discerner pour tirer ce fil un peu de l'inconscient et de toutes ces mémoires et tout ça. Et vous dites que l'observation de la vie présente, tout simplement, est très intéressant. Déjà de commencer par là. Oui. Et comme le symbole permet l'extériorisation d'un vécu, comme disait Jung. Et là, vous donnez dans le livre, j'aime beaucoup l'exemple de Jean-Claude, qui milite contre les violences faites aux enfants, un peu à l'excès. Ce que ça dit de lui, vous pouvez nous en parler, Marie-Lise? Justement, cette personne était dans une forme d'excès de travail associatif face à la violence faite aux enfants et tout. Puis c'était comme il s'en était
chargé de mission. Et à un moment donné, il s'en allait vers un burn-out. Et donc, sa femme lui parle des mémoires, de vie antérieure. Puis bon, il vient me consulter, ou je me souviens plus si c'est moi ou Robert, mais en tout cas, je me sais qu'on en a parlé avec Robert à l'époque, il disait, c'est mon dernier espoir, peut-être que je verrai. Bien, quand il est rentré dans le processus, j'ai été incroyablement surpris de constater toutes les mémoires où lui-même, dans d'autres vies, avait violenté des enfants. Et c'est comme s'il était dans un processus de réparation d'une soi-disant dette karmique. Et c'est pour ça qu'il se sentait tellement investi. Et en même temps, ça peut être positif. Oui, c'est-à-dire, là, il est revenu dans une mesure plus équilibrée. Oui, c'est ça. Parce qu'il a décidé de s'occuper aussi de son enfant intérieur, qui était aussi violenté par des dimensions de lui-même très, très dures. Pas avec les autres enfants, hein. Bien sûr que avec non. son histoire. Son histoire, c'est ça. Comment est-ce qu'on va chercher cette vie antérieure? Alors parfois, elle apparaît comme le cas que vous avez cité à New York, cet homme qui revit un accouchement. Et sinon, dans une thérapie, comment est-ce qu'on va contacter ça? Bien, disons que dans la thérapie, bien sûr, en psychothérapie, on travaille. Habituellement, le thérapeute va guider. Quelqu'un vient consulter avec une difficulté et souvent, cette difficulté, c'est une répétition dans sa propre vie que l'individu a observée et qu'il ne veut plus répéter. Donc, quelquefois, pour ne plus répéter, les gens se ferment. Ils vont dire, moi, je ne vais pas aimer encore parce que j'ai peur d'être rejeté, de répéter le rejet, de répéter. Alors, dans la psychothérapie, bien évidemment, le psychothérapeute aide à libérer les énergies qui sont autour des répétitions. Ferme tes yeux, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu entends, les mémoires autour des répétitions. Et quelquefois, viennent des mémoires de d'autres vies. L'individu dit, je suis à Londres à telle époque. Et, donc, c'est sûr que le thérapeute peut dire, non, c'est pas vrai, et juger. Mais si c'est accepté dans la psychothérapie, voilà, on travaille sur ces symboles qui viennent de l'inconscient et de l'inconscient collectif aussi. Vous avez peut-être déjà vécu comme une crainte d'aller dans certains pays ou un refus d'aller dans certaines villes ou une attraction à vouloir absolument aller dans cette ville. Et je me souviens, le premier voyage que mon père a fait, traverser l'océan, c'était pour aller à Londres. Il en était obsédé. Donc, c'est ça qu'on dit. Ça, c'est l'attraction à des vies qu'il a certainement eues à Londres. Et il me racontait qu'il tournait le coin de rue, il savait qu'est-ce qui était là. Où il y a des endroits où on arrive, c'est tellement familier. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai connu une très très grande dame qui avait 3 doctorats, qui avait une peur extrême des Russes, de la Russie. Ouais. Et effectivement, dans le cadre d'une séance tout à fait banale de thérapie, pas du tout de régression de vie antérieure, lui est apparue une vie en Russie où elle est partie au goulag, avec des précisions de tissus, de textiles, de matières, des chariots qui les emmenaient, etc., de manière impressionnante. Et c'est vrai que quand on voyait la psyché de cette femme, on se disait que c'était pas une fanfaronne comme ça sur le papier. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est spectaculaire toujours. Oui, puis c'est même... Et ça, le but, c'est pas juste de découvrir tout ça par une curiosité un peu maladive. C'est tout simplement que ça nous remet en présence de valeurs de qualité qu'on ne savait pas qu'on pouvait exploiter encore plus. Ça. Et le médecin psychiatre, d'ailleurs, qui la suivait à l'époque, qui est décédé depuis bien longtemps maintenant, qui travaillait aussi sur ces sujets-là après, disait que certaines choses ne pouvaient être guéries qu'en réactivant cette mémoire, qu'en fait les thérapies classiques ou mémorielles dans ces vies-là ne fonctionnaient pas.
Oui, enfin, moi, c'est sûr, je dirais pas non à ça, parce que moi-même, j'ai vu comment plein de gens ont été aidés en recontactant des mémoires de vie, de cette vie-ci et de vie soi-disant antérieure. C'est ça. Alors, vous parlez aussi de mémoire flash ou visuelle qui attire notre inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Bien, les flashs, c'est comme une intuition, une image visuelle vraiment qui passe devant moi dans ma psyché et que je vais être à quelque part et je vais avoir un flash. Et je parlais de ça, je parlais d'une femme qui était au Metropolitan Museum et qui regardait un tableau et soudainement, elle a vu quelque chose dans le tableau. Évidemment, c'est symbolique, mais elle a eu un flash et elle s'est mise à pleurer en plein, en plein musée. Et ça l'a bouleversée, ça l'a tellement bouleversée qu'elle a décidé de recontacter ce... Donc, c'est l'inconscient qui envoie un message, comme ça. Oui. Zap. Et le message passe. Je peux tenter de l'ignorer complètement, mais s'il revient dans une récurrence, là, c'est important que je m'en occupe. Est-ce qu'on peut les associer aux synchronicités, finalement, ces flashs? Oui, il y a des flashs comme ça de déjà vus. Oui. Hein? Ou tout simplement des hasards incroyables, mais qui sont de pure synchronicité. Et j'en ai vécu un ce matin en venant ici. Donc, je trouve ça trop beau. Oui. C'est un signe, c'est comme des clins d'œil de la vie, c'est le cas de le dire, qui nous dit, oui, c'est vraiment le chemin. Là, ce matin, tu es à la bonne place. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas qu'on voit des symboles partout non plus. Non plus. Voilà. Alors là, bien sûr, il y a des gens, enfin, je pense à une de mes amies qui était obsédée. Oui. Ça, c'est un signe, ça, c'est un signe. Mais je dis, arrête! Parce que les vrais signes, ils nous marquent. Et puis après, on attire ce qu'on veut voir. Par exemple, quand on commence à voir les heures doubles, on les voit tout le temps. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, ce sont les associations archétypales, les images primordiales qui sont des produits de la psyché. Et vous dites de faire attention encore là, de ne pas s'identifier à l'archétype, c'est-à-dire se prendre pour Jésus ou Marie, par exemple. Voilà, c'est ça. Et ça, j'en ai beaucoup rencontré dans ma pratique, dans guérir les mémoires de vie antérieure, où le guérisseur, il y a tout un rituel de retourner dans la vie. Et quand on voit que le patient est là, qui commence à dit, ça y est, j'étais Jésus dans cette vie, bien nous, on vérifie toujours le corps astral, on vérifie tous les autres corps pour calmer que l'ego spirituel s'approprie le corps astral, simplement archétypes. Pour dire ce que c'est? Le corps astral, il fait partie des corps subtils qui entourent notre corps physique. D'accord. Donc, on a le corps éthérique, etc., émotionnel, mental, astral, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le cocon de lumière, dont Janine Fontaine décrit très, très bien dans un de ses livres de médecine énergétique. Alors, le corps, justement, le corps astral, enfin, l'intervenant peut calmer cette association. Donc, la personne revient et dit hey, « J'ai été Jésus, je le sais, je le sens. » Bien, tu t'es associé à un archétype. Et nous avons le droit, mais pas de là à s'approprier l'archétype. Ça, c'est très dangereux. Oui, puis où est notre désir, finalement, quand nous croyons être l'archétype? Il n'est plus là, c'est le désir de l'archétype. Tout à fait. Oui. Et un archétype, c'est une puissance vibratoire dans l'inconscient collectif qui peut, si je deviens l'archétype, on va me faire entrer dans un hôpital psychiatrique. C'est ça. On va me donner des médicaments pour me ramener.
Oui, justement, alors ça peut être aussi d'ailleurs un écueil, des personnes qui partent et qui se perchent tellement à travers des thérapies ou voilà, qui vont explorer des vies, des ceci, cela, qu'à un moment donné, ils sont en dissociation totale. Oui. Comment se passent justement des voyages d'accompagnement? Est-ce qu'il y a ces risques de décompensation psychotique? Est-ce qu'il faut peut-être mettre les gens en garde par rapport à ça? Alors justement, nous, ce qu'on dit aux gens, si j'avais à donner une conférence sur ça, je dirais, le but d'aller chercher des mémoires de vie antérieure, c'est de guérir cette vie-ci. Et bien sûr qu'on libère l'autre vie, c'est-à-dire on le sent dans les corps subtils de la personne, mais le but, c'est que la guérison, nous la sentions dans cette vie-ci, et non pas de se glorifier des vies justement associées à des archétypes ou de nourrir une curiosité qui nous éloigne de la responsabilité de notre vie. Dans l'ici et maintenant. C'est ça, exactement. Il faut trouver des gens qui sont vraiment de très bons accompagnants sur ces sujets-là. Ah bien oui, d'ailleurs, nous sommes très exigeants dans les formations. Les gens ont des supervisions, ils amènent des sujets et nous vérifions. Donc, il y a toute une anamnèse qui doit être faite. L'anamnèse, c'est prendre le temps de rencontrer la personne, la questionner sur sa vie présente, ses difficultés, voir si elle est capable de se détendre ou non. On n'amène pas n'importe qui en libération des mémoires de vie antérieure. Non. C'est ça. Alors, vous dites aussi qu'en avançant dans les étapes chronologiques, quand on se rapproche de sa mort, c'est important d'intégrer la mort dans notre chemin. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais plutôt sur le passage de fin de vie. C'est vrai que le Covid, la pandémie, nous a rappelé que la mort fait partie de la vie. Pourtant, on l'intègre très peu. Oui, parce que les gens ont peur de mourir. Il y a dans la fonction même de la personnalité a besoin de s'attacher, de s'identifier à quelque chose. Et même si je suis en survie, je peux m'identifier à ma survie comme étant, ça c'est la vie. Même si je suis dans une grande expérience de non-amour dans cette vie-ci, je peux m'identifier à ce non-amour. Alors, c'est là où je vous parlais des âges, des dizaines, où nous observons que souvent arrivent des crises existentielles qui se pointent à 28 ans, et qui vont aboutir à 30 ans à une vraie crise existentielle. La personne se questionne sur qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis vraiment dans ma voie ou je suis dans la voie de mon père, par exemple? Alors, ces crises, elles sont essentielles. Oui. C'est-à-dire, elles sont pas faciles à vivre, mais c'est comme une remise en question et accepter que j'ai le droit de changer ma vie. C'est pas parce que j'ai choisi telle voie à l'âge de 20 ans qu'à 30 ans, je peux pas changer de vie. C'est ces attachements qui nous empêchent de mourir au passé pour renaître au présent de maintenant et à un futur qui souvent est une forme d'inconnu, mais nous sommes guidés par notre intuition, nous sommes guidés par ce que j'appelle la voix en moi qui sait. VOX, la voix en moi qui sait. Et pour autant, parfois, c'est vrai que quand on se sent dans cette crise existentielle, faut-il vraiment plonger au plus profond de ce questionnement jusqu'à aller toucher et vivre la fameuse nuit noire de l'âme, dont on parlait aussi hors antenne, ou de dire attention, cette nuit noire de l'âme est tellement douloureuse que quand on la voit venir, ça peut être bien de faire quelque chose peut-être avant. Bien, oui, c'est-à-dire si on la voit venir, parce qu'on peut la résister et là s'épuiser complètement, physiquement et psychiquement. Donc c'est bien de demander de l'aide, c'est bien d'en parler avec des amis, de dire ces temps-ci, je suis habitée plus par une pulsion de mort qu'une pulsion de vie, ce qui est tout à fait naturel, sauf que notre société nous invite à une vie tellement lisse et à être des êtres tellement lisses que si je me lève un matin avec j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de me lever, bien, je suis pas un être anormal. J'ai le droit
à ses expressions intérieures. Par contre, c'est un signal. Et c'est important que je l'entende. Et que je ne suis pas là, non, voyons donc. Puis, c'est sûr que socialement, si vous êtes dans un cocktail et je suis avec vous et que vous me demandez comment vas-tu et comment allez-vous, et je vous dis, en ce moment, j'ai envie de mourir, c'est pas très bien accueilli entre 2 verres de champagne. Non. C'est sûr que... c'est une image. Hein, non, mais on ne sait pas comment réagir à ça. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas comment réagir à la douceur, à la douleur. Je dis douceur, c'est intéressant comme la petite... Mais aussi. C'est vrai. Exactement. Mais à la blessure, à la douleur de l'autre, à sa souffrance... c'est menaçant. C'est menaçant. Surtout si on a refusé la nôtre, si dans notre vie, on a tout fait, on a dépensé une énergie folle à être lisse et que mon amie m'apprend qu'elle a un cancer de la thyroïde, je peux être très mal et très mal le vivre et me questionner. Et la questionner, qu'est-ce que tu as fait? Tu devrais arrêter de fumer. C'est pas ça la solution immédiate. Hein? Enfin, donc, c'est menaçant. Si moi, je suis éloignée de ma souffrance, je vais être menacée par la souffrance des autres. Et c'est pour ça qu'on dit un bon thérapeute, un bon intervenant, il a dû traverser sa propre souffrance. Bien sûr. Sinon, il ne peut pas aider. Absolument pas aider. Très intéressant. Merci infiniment pour tout ça, Marie-Lise. Avant qu'on se quitte pour ce podcast, est-ce que vous avez envie de partager une dernière chose concernant justement la libération des mémoires? Vous avez le sentiment qu'on a balayé, je pense, déjà pas mal de choses. Ah oui, vous êtes excellente dans vos questions, comme je disais au dernier podcast qu'on a eu ensemble. Pour moi, c'est vraiment complet. Je vois pas ce que j'ajouterais. Je l'ai dit, je vais donc le répéter. Nous n'allons pas dans les vies antérieure par curiosité, mais bien pour guérir la vie présente. Important de le répéter. Ah oui, parce que sinon, c'est juste comme une visite touristique, c'est complètement dénué de sens. Donc, les intervenants qui sont formés par l'École de soins énergétiques, ANCHMA, vont savoir vraiment si la personne qui vient les consulter est profondément sérieuse. Engagé dans guérir quelque chose de sa vie présente en allant nettoyer des choses de la vie passée. Allez, cette dernière question, Marie-Lise, quand même. Quelle est votre espérance aujourd'hui pour le monde? Alors je trouve qu'en ce moment, moi, ce qui me touche beaucoup en ce moment, c'est la violence qui existe partout. Quand je dis partout, partout. Et pour moi, c'est naturel parce que quand nous étions en isolement avec le COVID, en confinement et tout ça, je donnais des conférences webinaires et j'informais les gens de la possibilité quand nous allons sortir du confinement, il y a beaucoup de choses qui ont été retenues et que ça risque d'éclater. Et là, je trouve que nous sommes dans un éclatement. Et donc, mon espérance, c'est que cette période se vive sans trop de dommages collatéraux et que les individus, l'humanité, deviennent beaucoup plus responsables de sa propre vie que de la vie des autres. Prendre en charge la vie des autres, oui, mais je veux dire, on ne peut pas passer à côté de nous. Alors ça, c'est mon espoir pour l'humanité. Et je sais que nous sommes dans une période vraiment très exigeante. Oui, ça c'est sûr, très initiatique. Oui. C'est le fameux « connais-toi toi-même », exactement. Si ancien. Marie-Lise Labonté, merci infiniment. Je rappelle que votre livre, coécrit avec Jérôme Anger, Karma, l'explorer, s'en libérer et renaître, est publié aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. On peut vous retrouver également sur votre site internet marieliselabonté.com. Je précise que vous ne donnez plus de consultations individuelles ni de stages pour les particuliers. Aujourd'hui, vous formez des formateurs, mais par contre, on peut trouver évidemment toutes les ressources sur votre site. Oui. Voilà, de très bons praticiens, de la méthode, de stage, etc. Et je donne des séries de conférences webinaires. Voilà, à suivre aussi. C'est ça.
pendant toute l'année avec des thèmes. Comme là, nous explorons la culpabilité. Oui, très bien. Intéressant. On refera un podcast aussi peut-être sur le sujet alors. Merci Marie-Lise. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Avec joie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.